professeur. Moi, j'ai deux questions. Avant, juste une petite boutade. Vous concluez votre exposé par une citation d'Édouard Herriot sur la culture. Permettez au sénateur radical du Rhône de vous remercier pour ce petit renforcement narcissique qui me libère un peu la parole. Non, plus sérieusement, vous avez parlé de la disharmonie dans le développement du cerveau. Or, on sait par exemple que les sportifs qui s'entraînent beaucoup, ceux qui font beaucoup de sport, développent de façon un peu, pas disharmonieuse, mais enfin, excessive, leur homunculus moteur. Et pourtant, on voit même que dans l'éducation, on voit dans les classes sport-études, les enfants qui passent beaucoup de temps peuvent être parfois plus apaisés et faire aussi des études importantes. C'est pour ça que cette disharmonie, je veux savoir jusqu'à quel point c'est perturbant. Et au contraire, ça peut être un atout, parce qu'il faut aussi qu'on ait des gens... je pense que le homunculus moteur de Mbappé, c'est pas le même que le mien quant à l'image du pied. La deuxième chose, c'est sur... si je caricature un peu, on sait qu'il y a des effets, par exemple, de la sismothérapie, qu'on peut avoir des effets. Et plutôt que les implantations... par exemple, la neurochirurgie a modifié un petit peu la notion qu'on avait sur l'aire de Broca, de Wernicke, sur l'écriture, en disant que c'est plutôt des réseaux que des aires particulières. Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'un jour on puisse augmenter justement de façon, si ce n'est pas harmonieux, en tout cas globale, les connexions, c'est-à-dire plutôt que de faire de la disharmonie implantée sur une zone particulière des puces qui peuvent déséquilibrer le cerveau, au contraire, diffuser partout une augmentation de connexion qui, là, augmente les capacités d'intelligence comme vous le décrivez. Pour ce qui est de la disharmonie, vous avez tout à fait raison de pointer que avoir des talents et des compétences exquises, en fait, évidemment que c'est bénéfique. Heureusement que nous avons des grands mathématiciens qui ne savent pas forcément toute la littérature française, ou bien des scientifiques, ou bien des sportifs, à lapsus, qui excellent dans leur art de sportif. Alors souvent, on considère les sportifs injustement comme juste des êtres doués pour le sport. L'expérience montre que les grands sportifs ont dans l'ensemble une intelligence supérieure à la moyenne. Comme si justement il y avait une forme d'harmonie en fait dans leurs compétences. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir le cerveau bien fait pour être si bien coordonné. Et donc, on décrit le sportif comme idiot. Enfin, c'est la caricature, gagnant des millions, puisque les sommes sont astronomiques pour l'homme que vous avez cité. Mais en fait, quand on les regarde de plus près, eh bien, son cerveau est bien fait, parce que pour se coordonner aussi finement, il faut que son cerveau, de fait, ait une forme d'harmonie. Donc je retournerai l'argument en disant que même si l'entraînement est un entraînement ultra intense dans une compétence, en fait, il faut être parti d'un développement cérébral qui donne une forme d'harmonie permettant cet exercice qui est en fait assez complet, celui du football, puisque vous l'évoquiez. Ensuite, vous évoquez le fait que l'organisation distribuée du cerveau doit aussi être pensée en termes de réseau, et vous avez tout à fait raison. Par exemple, vous avez fait référence au réseau du langage. Donc le réseau du langage, il est bien connu maintenant, et il y a un certain nombre d'aires que vous avez citées, certaines étant impliquées par exemple dans la reconnaissance des mots quand on lit. C'est l'aire de la forme visuelle des mots, qui a été découverte d'ailleurs par Stanislas Dehaene et Laurent Cohen, et sur laquelle j'ai moi-même travaillé à une époque. D'autres aires comme l'aire de Wernicke permettent de comprendre les mots, d'autres de produire des mots, l'aire de Broca, et toutes ces aires sont en connexion. Et donc on peut faire l'hypothèse que en rentrant à un endroit du réseau, on agisse sur l'ensemble du réseau. Je suis tout à fait d'accord, mais en agissant sur l'ensemble du réseau, il n'en demeure pas moins qu'on reste dans un réseau donné et pas dans l'ensemble des compétences.
Ça veut dire typiquement que si l'on arrive à amplifier l'ensemble du réseau du langage, eh bien, on ne change pas les capacités de discrimination visuelle, les capacités d'audition fine ou bien la mémoire. On ne change pas, on n'atteint pas les hippocampes cérébraux, par exemple. Et donc, on peut imaginer des interventions qui, plutôt qu'intervenir comme ça que sur un réseau, interviendraient finalement sur le cerveau global. C'est ça, l'augmenté. Là, on aimerait, mais l'expérience montre qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Alors, vous avez évoqué la sismothérapie. Par exemple, la sismothérapie, oui, ça reste malheureusement avec une image déplorable, bien que les choses aient beaucoup changé. De fait, c'est un bain de jouvence pour le cerveau, puisqu'il a été montré que ça accélérait grandement la production de nouveaux neurones, donc la neurogénèse. Mais peut-être savez-vous que la neurogénèse à l'âge adulte n'a lieu que dans certains endroits du cerveau. Et les bénéfices sont des bénéfices essentiellement pour la mémoire et l'humeur, mais probablement pas pour d'autres propriétés. Donc aujourd'hui, non. Et j'ajouterai un point, il faut avoir en tête que la biologie nécessite une forme de régulation. C'est-à-dire que, par exemple, dans ces débats de technologie, on parle souvent de l'immortalité, de la quête de l'immortalité. Mais pour le biologiste que je suis comme médecin, je vous dis, et vous le savez probablement, que le modèle même de l'immortalité en biologie, c'est la cellule cancéreuse. Qu'est-ce qui est immortel en biologie? C'est une cellule cancéreuse. Et par exemple, si nous arrivions à modifier dans le cerveau les capacités de neurogénèse de façon vraiment probante, au-delà de ce que nous faisons avec les sismothérapies ou les antidépresseurs ou quelques molécules, eh bien, nous verrions apparaître immanquablement ce qui, à l'heure actuelle, n'existe pas vraiment dans le cerveau, c'est-à-dire des cancers du cerveau. Je précise, hein, il existe des cancers des cellules gliales, c'est-à-dire des cellules de soutien dans le cerveau, mais pas des neurones, en dehors de ce qui survient chez l'enfant, parce que notre cerveau, justement, est ultra stable et n'a pas ces capacités de régénération qui peuvent s'emballer pour faire un cancer. Donc, si nous touchons à ces propriétés de régulation, encore une fois, il y a toujours la question du prix à payer.